Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Mon invité aujourd'hui, c'est Frédéric Frambault, le directeur d'Atypique, une agence de communication hors norme, la première constituée au sein d'un ESAT et qui emploie des personnes atteintes d'autisme. Notre débat, il portera sur la loi Pacte et les raisons d'être adoptées par de plus en plus d'entreprises. Qu'en retiennent les salariés? Comment l'intègrent-ils à leurs actions quotidiennes? Réponse tout à l'heure. Et puis la start-up éco-responsable du jour, c'est l'ACA qui accompagne la transformation RSE des entreprises multi-sites. Voilà pour les titres. C'est parti, c'est Smart Impact. L'invité de ce Smart Impact, c'est Frédéric Frambault, le directeur d'Atypique qui est avec nous en visioconférence. Bonjour, bienvenue. Première question toute simple, quand et pourquoi vous avez créé Atypique? Bonjour Thomas, eh bien il y a un an, pratiquement jour pour jour, où nous avons créé Atypique au sein de l'association des papillons blancs de la colline. Pourquoi? Parce que nous nous sommes aperçus qu'on avait un certain nombre de profils de personnes accueillies en situation de handicap, notamment les autistes Asperger, qui avaient une grande appétence pour les métiers de la créativité, de la création, qui avaient déjà des compétences sur des logiciels tels que InDesign, Photoshop, Illustrator, et on n'avait pas forcément la possibilité de leur donner accès à du travail dans leur domaine de compétences. Et nous avons donc décidé de créer au sein de l'ESAT la première agence de communication Atypique, pour leur permettre justement d'accéder à ce travail comme n'importe quelle agence de communication du monde ordinaire, mais dans un monde protégé. Vous étiez publicitaire, reconverti dans le médico-social. C'est un peu vos deux mondes professionnels qui se réunissent? C'est exactement ça, c'est une espèce d'alignement des planètes assez incroyable. Lors de mon premier stage, donc dans ma reconversion professionnelle, après 30 ans d'agence de communication, j'ai rencontré donc l'association des papillons blancs de la colline et son directeur général, Olivier Mira, et le directeur des ESAT, Alban Roussel, le président, Xavier Chazelle, et tout de suite, on a senti qu'il y avait quelque chose à créer. D'une part parce que dans le monde du médico-social, la communication, c'est un peu le parent pauvre. Voilà, c'était des choses un petit peu bricolées, etc. Donc on s'est dit qu'il fallait un peu professionnaliser ça. Mais surtout, le gros objectif d'Atypique, c'est de permettre aux personnes accueillies justement de pouvoir être créatifs et se réaliser. Donc cette conjonction des deux mondes, voilà, c'était un peu la rencontre à l'issue de cette formation. Donc entre mon expérience et mon expertise sur la communication et le monde du médico-social qui a besoin de se moderniser, qui a besoin de se renouveler. Alors comment fonctionne Atypique? Puisque voilà, on parle d'adaptation aussi. Vous créez des binômes, je crois. Expliquez-nous un peu concrètement comment ça fonctionne. Alors c'est exactement ça. Concrètement, des neurotypiques, des neuroatypiques. Les neurotypiques sont des créatifs, directeurs de création, directeurs artistiques, web designers, issus du monde ordinaire, donc de grandes agences. On a des partenariats avec DDB, Publicis, TVWA. Et ces personnes qui sont un peu sensibles à la cause, je dirais, nous aident à briefer les neuroatypiques, donc nos jeunes travailleurs des AT ou pas des AT d'ailleurs, mais qui sont en situation de handicap, pour la plupart des autistes Asperger. Et ça fonctionne en binôme, en ping-pong, c'est-à-dire qu'on prend un brief d'un annonceur, d'un client, on l'analyse ensemble, et les premières intentions créatives sont données par les neurotypiques à nos neuroatypiques, en leur donnant par exemple des typos, des couleurs, ce qu'on appelle dans notre jargon un mood board, des intentions créatives, et nos travailleurs les digèrent, les assimilent et proposent une première version, alors que ce soit des sites internet, des plaquettes, des brochures, ça va jusqu'à de la vidéo, bref, n'importe quel type de travail digne d'une agence de communication ordinaire se fait en binôme, en partenariat, donc avec neurotypique, neuroatypique, et le chemin se fait tout au long de ces échanges et de cette espèce de ping-pong entre nos différents partenaires, nos différents créatifs. Une personne qui communique différemment peut travailler dans la communication, ça pourrait être votre leitmotiv. Il y a une créativité atypique, on peut dire ça comme ça, c'est aussi dans le nom de votre entreprise, c'est une richesse, c'est le message que vous voulez faire passer? C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on est moins créatif que les autres. Parfois même, c'est tout à fait étonnant leur capacité et leur vision qu'ils ont des choses et des problématiques. Ce sont des personnes qui ont des capacités cognitives
tout à fait extraordinaires et ils apportent une vision complètement autre. Et c'est cette juxtaposition des visions qui est très intéressante pour nous, évidemment, et ce qui permet de montrer la créativité, de faire en sorte qu'ils puissent avoir accès à ce monde ordinaire dans un milieu extraordinaire, finalement. Et notre mission, elle est là, c'est-à-dire c'est à la fois détecter ces profils, les former, bien sûr, parce qu'on les accompagne avec ces neurotypiques et nos systèmes de formation interne. Et voilà, notre mission, c'est de les mettre en capacité à aller vers le monde ordinaire et à travailler comme n'importe quel créatif d'une agence classique, entre guillemets, bien qu'on soit pas classique, nous, pour le coup. Qui sont vos clients aujourd'hui? Alors, pour l'instant, beaucoup médico-social, parce que dans notre microcosme, on a essayé d'activer le réseau. Et puis, un des gros clients qu'on vient d'avoir, c'est la Maison de l'Autisme, c'est la délégation interministérielle au handicap qui nous a fait confiance lors d'un appel d'offres, un vrai appel d'offres, au cours duquel on a bagarré avec des agences classiques, entre guillemets, et puis on a gagné donc le logo et la charte graphique de cette nouvelle maison de l'autisme qui va ouvrir à Aubervilliers l'année prochaine. Et on va essayer d'accompagner cette maison de l'autisme dans tous ces projets de communication. Mais ça peut être aussi autre chose que du médico-social, donc on s'ouvre vers d'autres secteurs comme n'importe quelle agence. Mais est-ce que vous mettez forcément en avant votre côté hors norme quand vous répondez à un appel d'offres, ou est-ce que finalement, vous voyez ce que je veux dire, est-ce que c'est une demande aussi de vos clients? Comment ça se passe, ça? Il y a un peu des deux, effectivement, Ouais. enfin un peu des deux, c'est-à-dire qu'on essaie d'être ordinaire, même si on est extraordinaire, donc forcément on parle de notre typicité, si j'ai envie de dire, donc oui, on vient nous voir parce qu'on est hors norme, bien évidemment, mais ce qu'on essaie de démontrer dans les livrables créatifs qu'on offre, c'est qu'on est dans les mêmes capacités créatives qu'une agence ordinaire, donc c'est à la fois être extraordinaire et comme les autres, finalement. Donc c'est un peu ça aussi l'objectif de notre mission est d'Atypique, c'est de faire cette démonstration-là. Quelques chiffres sur l'emploi des personnes autistes en France. 400 000 autistes recensés, seul 1% est employé. Évidemment, ce chiffre, il est assez désastreux et désespérant. Comment le faire évoluer, Frédéric Frambaud? C'est tout l'objet de notre mission. Alors effectivement, on est au pied de la montagne, on est conscient du chemin qui nous reste à parcourir. On a des ambitions qui sont très modestes pour l'instant, mais on a en tout cas cette vocation et cette ambition à faire connaître en tout cas le handicap. Donc notre première mission, c'est d'aller vers les entreprises, vers les agences évidemment, et de porter la bonne parole, j'ai envie de dire, de faire de la formation, de faire de la sensibilisation au handicap, ce qui est quelque chose qui n'est pas du tout, comment dirais-je, commun dans les agences de communication. Quand on parle de handicap dans une agence de communication, on a l'impression que c'est deux mondes qui s'opposent. Nous, notre mission, c'est de montrer qu'au contraire, c'est deux mondes qui se superposent. Donc ça, je pense que c'est notre principale vocation. Après, le tremplin vers l'emploi, c'est évidemment la vocation de l'association et des ASAT en particulier. Donc là, on essaie de créer du lien avec d'autres associations aussi, pour que cette employabilité augmente. Bien sûr, notre vocation ultime, c'est que les 5-6 travailleurs que nous avons pour l'instant au sein d'Atypique, un jour, on puisse leur permettre d'accéder au monde ordinaire et qu'ils deviennent des créatifs dans une agence ordinaire. Ça, c'est la mission. Donc, je pense que ça passe d'abord par la communication, c'est le cas de le dire, et le fait de former les gens au sein des agences à cette capacité, à cette possibilité en tout cas, et de recréer ce binôme qu'on a créé nous au sein de l'agence, dans les agences ordinaires. Ouais. Mais alors, qu'est-ce que ça suppose? Parce que si on essaye de ne pas être angélique et d'être concret pour une entreprise qui se dit moi, je suis prête à employer une personne qui souffre de troubles autistiques, ça suppose quoi? Des aménagements? Vous parlez de binôme, est-ce que c'est obligatoire? Voilà, est-ce qu'il faut même aménager un peu les locaux? Vous voyez, pardon de poser des questions de base, mais qu'est-ce que ça suppose? Oui, parfois, certains de nos travailleurs ont besoin d'un cadre un peu protégé en termes de lumière, en termes de bruit, etc. Bon, ce ne sont pas des handicaps très lourds, pas très compliqués, j'ai envie de dire, à gérer. Il suffit de juste les écouter, il suffit juste d'apprendre à les connaître, d'apprendre à connaître leurs particularités. Et moi, je le fais depuis 1 an avec eux et on voit les progrès qui sont faits. Franchement, c'est pas très compliqué et
Il suffit juste d'essayer. Voilà. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de l'immersion, c'est des stages, c'est des périodes d'essai, on va dire ça, de voir comment ça peut fonctionner. Mais il faut avant tout une grande sensibilité pour les agences qui pourraient accueillir nos travailleurs, déjà d'être prêts à ça et pas juste voilà, leur dire voilà un travailleur, occupe-toi de lui, c'est pas comme ça que ça va marcher. Il faut que ça marche des deux côtés aussi. Donc il faut aussi que le travailleur s'adapte. C'est juste une question de dialogue, j'ai envie de dire, comme dans n'importe quelle embauche. Quand on arrive dans une entreprise, bah, il faut se découvrir, s'apprivoiser les uns les autres. Et voilà, ça demande un petit peu plus de patience, un peu plus de temps, mais il n'y a pas de complexité insurmontable. Merci beaucoup Frédéric Frambaud. Bon vent à votre agence atypique. C'est l'heure de notre débat dans ce Smart Impact. On parle de la raison d'être des entreprises. Le débat de ce Smart Impact, je vous présente tout de suite mes invités. Béatrice Mandine, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice exécutive de la communication de la marque et de l'engagement chez Orange. Julie Latte, bonjour. Bonjour Thomas. Directrice de BCG Bright House. Vous faites le bilan de la loi Pacte et c'est de ça dont on va parler ensemble 3 ans après sa création. J'ai commencé, Béatrice Mandine, en rappelant la raison d'être d'Orange, puisque c'est l'objet de notre débat. Orange est l'acteur de confiance qui donne à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique responsable. Combien de temps, quel processus pour définir cette raison d'être? Et peut-être le plus important dans la question, c'est comment vous avez associé vos collaborateurs, vos salariés? Alors, je crois qu'il faut vraiment prendre son temps. Justement, ce n'est pas un exercice scolaire où on s'enferme et le plus rapidement possible, on sort la punchline qui va bien. Il faut aussi éviter de faire un exercice de com, j'allais dire, parce que ce n'est pas de la littérature non plus. L'objectif, c'est que ça reflète ce qu'est l'entreprise, une réalité qui embarque l'entreprise vers là où on pense qu'on doit aller. Donc, ce qu'on a fait, c'est déjà de capitaliser sur ce qu'on avait déjà. Donc, on a la chance chez Orange d'avoir à la fois une marque avec des attributs assez forts, et puis on avait une philosophie qui s'appelle Human Inside et qui était déjà une vision du monde de la techno assez particulière dans le monde contrasté dans lequel on vit entre les États-Unis et l'Asie. Et puis, on a mis ça sur la table, on a interrogé les salariés. Donc, au début, on a commencé par une petite interpellation sur Twitter du PDG du groupe, Stéphane Richard, qui a demandé à ses salariés, vous avez la parole, c'est quoi la raison d'être d'Orange? Et après, on a fait un processus un peu plus construit avec une petite appli d'intelligence collective sur lequel chacun était capable soit de poster des propositions, soit de réagir à d'autres. Et puis en parallèle de ça, on a interrogé le conseil d'administration, le comité exécutif, un certain nombre de parties prenantes autour de nous pour rassembler des propositions. Et à un moment donné, on s'enferme quand même un peu en chambre pour sortir une formule. À un moment, il faut mettre les mots. Oui, quoi. oui. Et donc là, il faut résister à ce que je disais tout à l'heure, à un exercice de formule ou d'impact, pour le coup, au sens comme du terme, qui perdrait peut-être un peu tout le monde et qui tomberait à côté. Ouais. Alors c'est important, je voulais commencer par ça, sur la participation des salariés, parce qu'on va beaucoup parler d'appropriation de la raison d'être. Julie Latte, vous avez donc mené avec Bright House cette enquête sur la façon dont les salariés finalement intègrent la raison d'être, 3 ans après le vote de la loi Pacte. C'était quoi le principe? Vous avez interrogé des chefs d'entreprise, des cadres dirigeants? Oui, tout à fait. En fait, on a mené une étude qui s'appuie sur l'interview de 9 cadres dirigeants de grandes entreprises françaises, en fait, et des entreprises plutôt en avance sur ces sujets de raison d'être. Je pense à Orange, mais aussi Carrefour, Dassault Systèmes, Avril, le groupe Avril aussi fait beaucoup de choses. Et puis on a mené une enquête assez exclusive avec notre partenaire BVA. On est en fait allé interroger plus de 500 salariés de grands groupes pour savoir un peu quel était aussi leur sentiment et s'ils avaient qu'est-ce qu'ils retenaient de ce qui avait été lancé par la loi Pacte en 2019. Et alors, ce qui ressort moi j'ai retenu de ce chiffre-là, qui est quand même assez sur l'appropriation, 70% des sociétés du CAC 40 dotées d'une raison d'être, mais 33% seulement des salariés de ces sociétés connaissent sa formulation. Alors, c'est pas forcément
simple de mémoriser une raison d'être, hein, j'entends ça, mais comment vous avez, vous, reçu ce résultat, ce chiffre? Est-ce qu'il vous a surpris d'une certaine façon? Alors, il nous a assez surpris. Ouais. Après, bon, il faut savoir que déjà dans le format, la raison d'être, c'est un exercice qu'on découvre en France, voilà, donc lancé en 2019, mais donc il y a des raisons d'être très longues. C'est vrai, qui sont impossibles à mémoriser, exactement. on est d'accord. Il y a des phrases très courtes et on dit c'est du purpose washing, donc pour le moment, l'exercice est fait de manière assez inégale d'une entreprise à une autre. Et puis, la communication qui est faite sur le sujet et la manière dont c'est incarné opérationnellement dans l'entreprise, c'est aussi, on est au début. Donc, le fait que les salariés ne soient pas complètement appropriés, je pense que c'est normal parce que c'est un exercice qui prend du temps et c'est une transformation un peu de longue haleine. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est l'accompagnement. Et là, j'en viens à ce que vous avez mis en place, Béatrice Mandine. Vous étiez déjà venue en parler dans cette émission, le comité Raison d'agir. De quoi il s'agit? En fait, il faut imaginer ça comme un programme qui est assez long. Ça ne se décrète pas, la raison d'être. On l'a dit tout à l'heure, il y a une phase de co-construction. Donc ça avait pris à peu près 6-8 mois pour que les salariés s'approprient le sentiment d'y participer. Ça contribue d'ailleurs évidemment au fait qu'ils adhèrent ou pas à la formule de la raison d'être. Et nous, notre thermomètre, à nous, notre baromètre social, il nous dit que 88% des salariés d'Orange déclarent connaître la raison d'être. Il y en a même 80% qui savent comment la vivent dans leur quotidien. Enfin, ça leur parle, comme on dirait trivialement. Donc ça, c'est plutôt un bon exercice. Une fois qu'on a fait ça, justement, moi j'avais à cœur, en plus je suis DIRCOM, donc j'aime autant vous dire que je fais bien attention à faire en sorte que ce ne soit pas perçu comme que de la com, même si l'expression est insupportable pour les communicants que nous sommes. Et donc on l'ancre dans la réalité. C'est-à-dire que, c'est suivi, il y a des indicateurs qui ont été sélectionnés pour, dans chacun des pans de la raison d'être, démontrer qu'on progresse, parce que la raison d'être, c'est une projection. Ça se voit dans le long terme, en fait. Ça définit le projet de l'entreprise et son utilité dans le temps. Donc, il faut que ce soit projeté, il faut qu'on ait l'impression d'avancer sur ce chemin de la raison d'être. Et pour ça, il faut des indicateurs. Donc ça, l'entreprise sait très bien en faire. Donc il y a 14 indicateurs, c'est ça? On en a sélectionné 14, un grand exercice, parce qu'on est parti d'une centaine à peu près. Et au-delà de ça... Donc ça sert à s'étalonner finalement? Ça sert à crédibiliser, je pense. Honnêtement, les indicateurs, ça sert à crédibiliser la démarche. Après, il y a aussi des programmes de sensibilisation des salariés, où on leur dit, métier par métier, qu'est-ce que ça veut dire la raison d'être dans votre quotidien? On illustre en fait le propos. Et puis, on a aussi, en termes de crédibilité, ressenti le besoin de construire un comité raison d'agir, donc pour passer de la raison d'être à la raison d'agir, et qui sont des alliés critiques, comme on dit, donc des personnalités, des experts reconnus dans des domaines assez larges, et qui viennent réfléchir avec nous sur des thématiques. Donc c'est un comité consultatif qu'on a déjà réuni 3 fois, la dernière fois c'était la semaine dernière, depuis novembre 2021. Et qui travaillent sur des thématiques, soit ils s'auto-saisissent de sujets, soit on leur propose des sujets. Donc, et l'objectif, c'est de faire des recommandations à la gouvernance de l'entreprise. Donc c'est ça, vous disiez tout à l'heure qu'en fait, on apprend en marchant pour ce sujet de la raison d'être. C'est que nous, on a décidé d'en faire un comité à part du conseil d'administration. Donc, on va, avec ces recommandations, aller vers le comité exécutif, aller vers le conseil d'administration en disant on pense qu'on devrait faire ça ou on devrait aller dans ce sens-là. Est-ce que je peux rebondir? Allez-y. Ce qu'on voit dans notre étude aussi, c'est que en fait, la plupart des entreprises qui ont adopté une raison d'être, elles l'ont déclinée en des engagements sociétaux, environnementaux, envers les clients, les salariés. Mais le défi, c'est ce que fait Orange, c'est vraiment de la faire entrer dans la gouvernance, dans le pilotage opérationnel de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment la prochaine étape. Il y a des initiatives comme Orange, Comité d'agir, il y a Carrefour qui vient de créer une direction de l'engagement. C'est la prochaine étape qui va faire que ça va ruisseler, entre guillemets, un peu plus partout et que ça va rentrer dans le quotidien, en fait, des opérations. Mais le maître mot, peut-être, de votre étude, l'une des leçons, c'est la patience. C'est-à-dire qu'il faut du temps pour matérialiser l'impact d'une raison d'être dans l'entreprise et auprès des salariés. Il y a beaucoup de dirigeants qui en ont parlé et qui nous disent, et je pense notamment au directeur général d'Avril, qui parle d'une transformation culturelle en profondeur. Et effectivement, on ne fait pas ça en claquant des doigts. Donc on a une raison d'être. Une raison d'être, ça exprime généralement un engagement qui est
préexistant à l'entreprise. On ne crée pas quelque chose, ça vient de l'ADN. Et c'est un chemin de long terme où on va faire une transformation opérationnelle, de business model, une transformation culturelle, communiquer, des évolutions de gouvernance. Et oui, c'est un sujet de temps long, effectivement. Est-ce que ça suppose aussi de la formation pour les salariés autour de finalement des objectifs qui étaient sans doute, vous nous le dites, déjà là, mais qui sont matérialisés par la raison d'être? Oui, ça implique une formation pas uniquement des salariés, des conseils d'administration, parce que c'est des sujets qui sont proches de l'ESG, des comités de direction, parce que le niveau de maturité n'est pas toujours égal, et bien sûr de l'opérationnel, parce qu'il y a un conflit parfois, enfin très souvent en fait, sur ces sujets d'objectifs de temps long, avec des objectifs de court terme. Donc c'est comment, moi, dans mon quotidien opérationnel, j'arrive à surmonter parfois ces injonctions contradictoires entre faire du bénéfice et en même temps penser long terme et protéger la planète. Oui. C'est une boussole pour les salariés, ça peut être une boussole? Nous, c'est comme ça qu'on l'a défini. C'est-à-dire que c'est justement pour illustrer cet horizon de temps qui est quand même beaucoup plus long. Donc, c'est vrai qu'on est dans un monde qui s'accélère et on est toujours avec des objectifs assez court terme dans la sphère économique. Donc ça nous sort, ça nous décale complètement. C'est très rassurant d'ailleurs pour les salariés, pour l'ensemble des parties prenantes, d'avoir une projection, une boussole sur le long terme. Comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, il faut réconcilier les deux, mais ça, c'est un peu ce qu'on fait tous les jours. Moi, j'ai l'impression qu'il faut le définir, il faut expliquer ce que c'est qu'une raison d'être. Je ne sais pas si c'est de la formation, mais en tout cas, c'est de la sensibilisation ou c'est de la pédagogie sur ce que c'est. C'est en fait essayer de définir le sens profond du projet de l'entreprise. C'est définir l'utilité, en fait, d'une entreprise dans la société. Et ça n'a pas de raison de changer. Donc, une fois qu'on l'a défini une fois, peut-être que dans 300 ans, on reviendra tous les trois pour en reparler. Mais ça n'a pas vraiment de raison d'être évolutionné à la fréquence, en tout cas, des plans stratégiques qui, dans l'entreprise, fonctionnent plutôt de 5 ans en 5 ans. Donc, ça a un caractère assez rassurant et stabilisant, je pense, pour une communauté qui est une entreprise. Oui, pour les collaborateurs, mais aussi pour les parties prenantes externes, parce que là, on a beaucoup parlé de l'appropriation par les collaborateurs. La raison d'être, elle s'adresse aussi beaucoup à l'extérieur. Tout à fait. Alors, c'est un peu un élément de fédération en interne, mais c'est aussi un élément d'engagement envers les différentes parties prenantes de l'entreprise. Moi, je fais mon activité, mais je le fais en prenant un certain nombre d'engagements, dans le respect d'un certain nombre de... les personnes avec qui je coopère dans mon quotidien. Donc les fournisseurs, les partenaires, les collectivités. Tout ça est lié parce que effectivement, pourquoi on peut parler on parle d'engagement des salariés, parce que c'est ça qui va refléter et qui va crédibiliser la démarche vis-à-vis des autres parties prenantes. Bien sûr. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. On passe à Smart Ideas. L'ACA, c'est une plateforme qui peut permettre justement de mieux diffuser et partager ses engagements RSE au sein de l'entreprise. Bonjour Baptiste Frelot, bienvenue. Vous êtes le président cofondateur de l'ACA, créé avec Adrien Lefebvre. C'était quoi votre idée de départ? Racontez-moi. Alors nous, on s'est lancé à l'époque en janvier 2020. À l'époque, on ne faisait pas du tout ce qu'on faisait aujourd'hui. Ce qu'on fait aujourd'hui, on faisait de l'événementiel RSE. En gros, on coordonnait des campagnes de sensibilisation aux sujets environnementaux pour les entreprises, pour des entreprises multisites présentes sur tout le territoire, et on coordonnait ça avec des associations locales. Ça, c'était en janvier 2020. C'était une super période. On avait plein de super clients, la SNCF, Arkea Optique 2000. Je vous vois venir. Mais c'était en janvier 2020. 2 mois après, le Covid est arrivé et on s'est retrouvé un peu freiné par tous ces sujets-là. Et à l'époque, on avait la chance de travailler avec certains clients présents sur tout le territoire, comme Optique 2000. Optique 2000, c'est un réseau, rien que sur leur marque Optique 2000, avec plus de 1200 magasins. Et en fait, on échangeait fréquemment avec leurs magasins en local, et on s'est rendu compte que parmi leurs gérants de magasins, il y avait des gérants qui étaient super engagés, qui mettaient un tas d'actions en place sur les sujets RSE au sens large, environnementaux, sociaux, handicap, etc. Mais que tout restait cantonné à leur magasin. C'est-à-dire que les magasins ne partageaient pas entre eux du tout les bonnes pratiques, que le siège n'avait que très peu de visibilité sur ce qui était mis en place au local et arrivait peu à diffuser les informations sur la stratégie RSE à appliquer en local. Donc vous avez créé une plateforme, c'est ça, qui sert à ces marques ou à ces entreprises multisites?
Exactement. On a commencé à créer pendant l'été une plateforme dédiée aux entreprises multisites. Donc, entreprises multisites, c'est très large. Ça peut être des entreprises du retail comme Leroy Merlin, Carrefour, Bureau Vallée, Optique 2000, des entreprises avec des réseaux de maisons de retraite, des réseaux de crèches, des réseaux d'agences bancaires, des réseaux d'agences d'assurance. Enfin, tout type d'entreprise avec un siège, des établissements répartis sur tout le territoire et donc une grosse complexité à venir engager tous ces établissements-là sur les sujets RSE parce qu'il y a une grande diversité des sensibilités en local, grande diversité des typologies d'établissements en local. Et donc c'est difficile de à la fois favoriser la communication entre les sites, la remontée d'informations vers le siège et la descente d'informations du siège vers les établissements. Ouais. Alors quels outils, quelles infos sont transmises, comment ça marche en quelque sorte cette plateforme? En gros, l'ensemble des établissements vont accéder à un catalogue d'actions RSE au sens large, sur toutes les thématiques de la RSE, qui leur est poussé par le siège. Ils vont pouvoir mettre en place ces actions à leur échelle en gagnant du temps, vu qu'ils vont avoir tous les guides clés en main sur comment mettre en place ces actions à leur échelle. Et ils vont pouvoir également partager l'ensemble des bonnes pratiques qu'ils mettent en place de leur magasin et qui est spécifique à leur magasin. Ce qui va permettre ensuite de faire remonter ces bonnes pratiques qui sont mises en place en local. Donc typiquement, si l'Optique 2000 de Pau a trouvé une super action à mettre en place pour favoriser la seconde main, il va pouvoir le faire remonter sur la plateforme. Derrière, ça remonte au niveau du siège, qui va ensuite pouvoir le diffuser à l'ensemble des autres magasins. Ce qui fait qu'une bonne pratique qui est mise en place dans un seul point de vente va ensuite pouvoir être diffusée aux 1200 magasins sur le territoire. Ouais, et ça doit très bien marcher parce que pour un gérant de magasin, il se dit « Ok, j'ai un collègue qui l'a fait, ça marche, il l'a déjà expérimenté, donc je peux me lancer. » Peut-être qu'il y croit plus que quand ça vient du siège. Exactement, il y a un vrai souci aujourd'hui de défiance du local par rapport aux informations qui viennent du siège. Souvent, ce qui est poussé par le siège peut avoir tendance à être décorrélé des vraies réalités du terrain, des personnes qui gèrent leur magasin, qui doivent faire vivre leur magasin au quotidien. Et donc de savoir que c'est un autre magasin qui l'a fait et qui a réussi à le faire et qu'on retrouve tous les témoignages, etc. de cette personne-là, c'est beaucoup plus facile de passer à l'action. C'est aussi un moyen de créer de l'émulation. C'est un moyen de créer plein de choses, de l'émulation dans le réseau, de la fierté, de donner envie aux collaborateurs de se rendre au travail au quotidien. Ça crée vraiment un effet positif qui va largement au-delà de la RSE. En fait, souvent, la RSE, c'est réducteur. On se dit que c'est un sujet annexe qui n'est pas prioritaire. Mais en fait, peu à peu, quand la RSE s'imprègne dans l'entreprise et que tous les collaborateurs y prennent part, ça crée une vraie dynamique dans l'ensemble du réseau. Ouais. Vous êtes labellisé Bicorp depuis quelques mois, c'est ça? Oui, c'est ça. C'était un objectif dès le départ, dès la création de l'ACA? C'était un objectif dès le départ. C'est un label qu'on connaissait bien et qui certifie les entreprises qui sont engagées pour le bien commun. Ouais. Nous, on a tout de suite fait les démarches pour être certifié Bicorp dès les débuts, en 2020. À l'époque, quand on a moins d'un an, on peut uniquement être certifié pending Bicorp. Donc, on a obtenu ce label. Et dès qu'on a eu un an d'activité, on a pu faire les démarches pour obtenir le label Bicorp, qui est plus simple à obtenir quand on est jeune. Et donc, on s'est dit que c'était d'autant mieux de le faire maintenant parce que c'était le meilleur moment pour ne pas avoir toutes les démarches et la complexité de mettre en place ce genre de choses une fois qu'on a une grosse structure. Après, il faut le garder. Après, il faut le garder. C'est aussi un défi, quoi. C'est quoi? C'est un aiguillon aussi? C'est un objectif et un aiguillon, ce label? C'est les deux. C'est un objectif, c'est un aiguillon, vu que ça donne les grandes lignes directrices à suivre sur les différents piliers de l'entreprise pour être engagé sur tous ces sujets-là. Et c'est quelque chose de long terme, vu que tous les 3 ans, il va y avoir une évaluation qui est refaite pour valider que les choses qui ont été mises en place il y a 3 ans le sont toujours aujourd'hui. C'était logique. C'est quoi vos perspectives de croissance aujourd'hui? Vous en êtes tout de votre développement? Alors, notre plateforme, on l'a lancée il y a un peu plus d'un an, donc en février 2021, le temps de la co-construire avec 1 ou 2 clients. Aujourd'hui, on a une dizaine d'entreprises avec lesquelles on travaille, donc des réseaux variés. On travaille avec Leroy Merlin, Optique 2000, Bureau Vallée, enfin, je ne vais pas tous vous les citer. Notre objectif, c'est d'être à 600 000 € d'ARR à fin 2022, donc de revenus récurrents annuels, et de déployer la plateforme chez un maximum d'entreprises dans les années à venir. On a déjà des sollicitations pour déployer la plateforme à l'étranger, vu que la plupart de nos clients sont présents dans les pays internationaux. Ils nous sollicitent tous en nous disant, bon, maintenant que ça marche en France, quand est-ce qu'on peut le déployer dans nos autres filiales dans le monde? Donc un de nos objectifs pour fin 2022, début 2023, ça va être aussi de travailler sur cette version international de la plateforme. Merci beaucoup Baptiste Frelot d'être venu nous présenter l'ACA. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous. Merci aussi aux équipes de BeSmart qui m'accompagnent. Joséphine Dacoury, évidemment, à la programmation, à la production de l'émission, assistée d'Hugues Sabatier, Kylian Soula à la réalisation, Héloïse Merlin pour le son. Salut à toutes et à tous.